Bonjour, bienvenue à la dernière capsule du cours. Alors, on parle de l'évaluation de prototypes en mode guérilla. Par mode guérilla, j'entends quelque chose de rapide, quelque chose qu'on peut utiliser dans le cours sans prendre tout le cours de Pierre-Magoric Léger sur l'évaluation UX, que j'ai aucune intention de remplacer ici. C'est juste pour, le but, c'est pour que vous autres, en tant que designer UX, vous ayez un feedback de d'autres mondes que ceux dans le cours et proches de vous. Alors, on se lance. Donc, mode guérilla, on appelle ça comme ça parce que c'est bien qu'on se prépare beaucoup, le recrutement se fait un petit peu rapidement. C'est-à-dire qu'on accroche quelqu'un vite, vite, puis on dit Hey, t'as-tu 20 minutes J'aimerais ça te poser quelques questions sur le prototype sur lequel je travaille dans le moment. Et puis là, on se lance plutôt que de faire un truc beaucoup plus élaboré. Fait que, alors, le but de la capsule, comme je disais, là, c'est pas de vous donner un cours complet, mais c'est de vous donner des outils spécifiques. Comme par exemple, là ici, je vous donne la liste d'un protocole de test typique que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. C'est une liste de protocoles de test qui est assez standard, qui pourrait être réutilisée ailleurs, sauf que dans un protocole standard, il va y avoir d'autres éléments qui vont se glisser là-dedans, qui vont être plus détaillés. Alors, brièvement, le recrutement. Alors, votre recrutement, vous le faites light and easy. À l'époque où on enseignait encore en présentiel, ce qu'on faisait dans ce cours-ci, c'est qu'on quittait la classe, puis on allait à la cafétéria, puis on essayait les étudiants accrochaient quelqu'un qui était assis à la cafétéria, tout simplement. Euh, il faut, que ce soit en mode guérilla ou autrement, il faut toujours s'assurer que les gens à qui on pose des questions consentent, même si notre consentement va être donné à l'oral. Dans ce cas-ci, vous allez enregistrer la conversation et donc le consentement va être inscrit dans l'enregistrement audio. Après ça, vous allez expliquer les activités qui s'en viennent. Après ça, vous allez leur faire faire des tâches. Là, vous choisissez si après chaque tâche, vous faites un questionnaire. Si les tâches sont courtes, comme je soupçonne que ça va être le cas, je recommande de faire les questionnaires à la fin. Typiquement, dans un protocole plus long, plus normal, où est-ce que où est-ce que le prototype est plus élaboré, on peut possiblement faire des questionnaires après chaque tâche. Mais là, aujourd'hui, le questionnaire va être plus long que la tâche, fait que gardez ça un petit peu pour la fin. Puis après ça, vous faites un entretien final. Ça, c'est assez typique, puis vous vous organisez pour que ça rentre dans un temps court. OK, alors le recrutement. Ça, cette slide-là vous est pas utile pour votre exercice d'évaluation en mode guérilla cette semaine, mais elle va vous être utile pour le reste de votre pratique et elle va vous être utile aussi pour l'examen. C'est-à-dire que dans un vrai projet, comment on calcule les gens c'est sûr on peut calculer de manière fort différente dépendant qu'est-ce qu'on veut faire, mais si on fait du qualitatif, si on fait un test de prototypage, généralement, on va calculer 6 participants par profil utilisateur. C'est-à-dire que si vous faites une interface qui est faite pour deux personas, par exemple, ben ça, c'est deux profils. Si vous faites une interface qui est faite pour un seul persona, ben ça va vous prendre un minimum de 6 participants. Puis on en recrute toujours 7. Alors le plus un, c'est parce que on a généralement des no-shows. Il y a des gens qui se désistent à la dernière minute. Fait que pour un profil, c'est 6 plus un. Pour deux profils, ça va être 2 fois 5 plus 2 no-shows. 2 fois 5, c'est que les deux profils sont généralement pas utilisent un peu quand même les mêmes fonctions sur votre prototype. Fait que c'est pas besoin de faire 2 fois 6. Mais on va faire 2 fois 5, puis à la quantité, ça fait 10, ben on prend pas de chance, puis on en recrute deux autres de plus. 3 profils, ben c'est 3 fois 4 pour le même principe qu'il y a de la répétition, plus 2. Fait que ça va faire 14 pour 3 profils. Maintenant, pour ce projet-ci, moi, ce que je vous recommande fortement, puis là, je dis recommande parce que ça ira pas nécessairement dans un TP, fait que je verrai pas qu'est-ce que vous faites.
Mais ce que je vous recommande fortement, c'est que vous faites un participant par personne dans l'équipe. Alors, si vous êtes 3, vous demandez à 3 personnes. Si vous êtes 4, vous demandez à 4 personnes. Idéalement, vous faites vos tests en paire, c'est-à-dire avec 2 ou 3 personnes de l'équipe pour pouvoir entendre à plusieurs oreilles, pour qu'il y ait une personne qui pose des questions pendant que l'autre ou les autres prennent des notes. L'autre et les autres, s'il y a un trou, vous apercevoir, ben, vous faites un petit message pour dire « Hey, pose-lui telle question aussi ». Et puis, comme vos prototypes, ben, ils n'ont pas tant de pages que ça. Il y a des grosses chances que votre test... d'habitude, un test, c'est facilement 50 minutes. Organisez-vous pour faire un test qui dure à peu près 20 minutes. Comme ça, ça ne dérangera pas tant que ça les gens que vous allez, à qui vous allez demander. Formule de consentement. Alors, là, ce que je vous offre dans cette page-ci, puis sur le PDF de la présentation, c'est en 8 points un texte que vous pouvez carrément lire aux gens que vous allez demander, à qui vous allez demander de participer. J'ai fait ça pour vous sauver du temps, mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes ou importantes à dire que vous pouvez moduler et augmenter si vous le réutilisez ailleurs. Fait que, vous les invitez à participer à un test sur une interface qui a été conçue, et puis vous donnez mon nom, et puis d'où ça vient. Ça, c'est un facteur de crédibilité pour que les gens puissent, si ont des problèmes avec ça, puissent me contacter ou que vous ne sortez pas de nulle part. La participation, là, vous expliquez de quoi il s'agit. Vous leur demandez si vous avez le droit de les enregistrer. Ce ne sera pas le visage, ça va être la voix, mais ça va être l'écran vidéo, votre écran d'ordinateur, parce que eux autres, ils vont travailler sur votre ordinateur. Vous leur dites combien de temps vous pensez que ça va prendre. Et puis là, si vous les avez recrutés en leur promettant un café, en leur promettant de faire quelque chose en échange, ben là, vous le dites au point numéro 5. C'est complètement optionnel, mais c'est généralement gentil de remercier les gens pour leur temps. Puis ça fait qu'il y a plus de sympathie. Là. Après ça, là, point numéro 6, c'est super important. Votre participation à ce projet de recherche doit être totalement volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à l'une ou l'autre de nos questions. Il est aussi entendu que si vous demandez à mettre fin à la rencontre pour n'importe quelle raison, on n'utilisera pas les informations qui ont été recueillies. Alors, si vous êtes d'accord, simplement donnez votre nom à haute voix et dites que vous êtes d'accord. Ça, c'est aussi super important. Puis alors, là, en 8 points, vous avez toutes les choses les plus importantes à dire dans un formulaire de consentement. Évidemment, si c'est un protocole plus compliqué, il y aurait plus de points. Mais évidemment, c'est la base. Avant de vous lancer, la première chose que vous allez faire, ou le début du lancement, c'est de présenter l'interface. Fait que vous dites quelque chose comme « Voici notre prototype. Notre prototype ne couvre qu'une section du site qu'on propose. Par conséquent, soyez pas surpris, tous les liens ne sont pas actifs. » Juste pour prévenir la frustration qu'il pourrait y avoir. Et puis, avant de commencer, donc, ça, c'est vraiment... ça a l'air de rien, mais c'est vraiment intéressant généralement. Alors, avant de commencer, dites-moi ce que cette page d'accueil vous inspire. Quelle sorte de service est offert ici d'après vous? À prime abord, c'est quoi le feeling que ça vous donne? T'sais? Fait que avant de vous lancer et de dire bon ben faites telle tâche, faites telle autre, laissez-les respirer, donnez-leur de la place pour qu'ils puissent prendre, regarder là, dans quoi ils se lancent. Puis vous autres, vous allez apprendre c'est quoi la première impression. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est positif? Fait que s'ils partent avec une impression qui est erronée, s'ils partent à côté de la traque à propos de qu'est-ce que vous offrez, ben vous dites quelque chose comme « Hey, c'est super intéressant que tu dises ça. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. » Puis en fait, vous pouvez poser des pourquoi à chaque fois ici. Et puis après, une fois que la réponse est arrivée, ben là, vous leur dites en fait, notre titre offre blablabla et s'adresse à telle et telle personne. Bon, maintenant on passe aux tâches. Alors, pour les tâches, bon, d'une part, il faut que vous ayez déterminé ce que vous voulez tester.
Alors, ça, c'est pas moi qui peux décider qu'est-ce que c'est, parce que vous avez probablement vos défis personnels. Chaque projet a décidé de présenter telle chose ou telle autre. Alors, comme vous n'avez pas énormément de pages, ce que vous voulez tester, c'est peut-être que feriez-vous pour vous inscrire? Que feriez-vous pour acheter des billets? Que feriez-vous pour avoir de l'information? Que feriez-vous? Ou bien tout simplement, où est-ce que vous iriez? Où est-ce que vous cliqueriez si vous cherchiez telle information spécifique? Parce que votre site n'est pas super profond encore. Fait que peut-être que c'est une information ou une autre. Fait que posez quelques questions, 3, 4 questions. Ça va aller assez vite parce que justement le proto n'est pas très fourni, mais quand même. Alors, vous pouvez aussi commencer cette section-ci à partir de où vous étiez, là, c'est-à-dire juste parler de manière générale de la présentation de l'interface. Vous pouvez commencer à dire, bon, ben à partir d'ici, tu ferais quoi? Tu sais, ça serait quoi si ça s'applique? Et puis là, puis après ça, bon, ben, vous enchaînez avec vos tâches. C'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que vous cherchez, puis dans quel ordre. Mais servez-vous-en pour vérifier si les gens comprennent ce que vous avez proposé. Parlons un petit peu des métriques de succès de de ce test-là. Alors, une métrique, là où on part, c'est qu'une mesure, c'est toujours chiffré. Ah, c'est cute, ça. Toujours. C'est toujours chiffré, c'est-à-dire que... ok, c'est trop court. Il n'y a pas de J. Euh, Même si on mesure quelque chose qui est subjectif ou qui est carrément qualitatif, on va le faire avec des outils qui demandent aux participants de mettre une valeur sur leur expérience. Est-ce que c'est super swing, moyen poche, vraiment pas fort? Ben, tout ça, on peut traduire ça en chiffres. Alors, si ça, c'est 5, ça, c'est 1, bon, ben, mettons 4 à 1, ce serait bien plus simple. En tout cas, alors, vous voyez, on peut quand même donner une mesure chiffrée pour pouvoir comparer les choses les unes aux autres. Parce que si on ne peut pas comparer, on ne peut pas améliorer une situation. Les mesures quantitatives sont issues de phénomènes observables. Alors là, du quanti, c'est du calcul de temps, calcul de gestes, nombre de clics, l'utilisation de certains mots, combien de fois, des erreurs, combien d'erreurs. Il va y avoir des données biométriques, mais même pas aujourd'hui, là. Ceci étant, c'est toutes des choses qu'on peut compter. Fait que pour vous, comment est-ce que vous allez mesurer la réussite? Est-ce que c'est juste s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchent? Ça serait déjà un minimum. Est-ce que vous pouvez calculer la vitesse de complétion? Généralement, ça va être calculé par les gens qui ne posent pas les questions. Et puis, ou ça va être recalculé après coup en regardant le vidéo. Parce que dans le feu de l'action, souvent, quand votre participant parle, ça va être un peu difficile de calculer le temps de complétion. Après ça, le nombre de clics, la même chose. D'où vous allez être, ça va peut-être être difficile de calculer le nombre de clics en temps réel. C'est en regardant la vidéo que vous pourriez faire ça. S'il recommanderait votre site à un ami, ça c'est le Net Promoter Score que vous connaissez peut-être, mais juste c'est un test qui est hyper rapide, hyper simple pour voir est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, ou il y a toutes sortes d'autres tests, on va en parler un petit peu minimalement, on va parler de l'échelle de SAM. De toute façon, ce que je veux dire par ça, c'est déterminer pour vous-même, pour votre équipe, c'est quoi le succès pour cette interface-là. Alors, les échelles qualitatives qu'on peut utiliser. Donc, dans la phase de prototypage, la rencontre avec l'utilisateur, ça se fait toujours à travers des tests. Les tests vont être d'ordre général au début, puis ils vont être beaucoup plus fins quand les prototypes seront plus avancés. Après, où est-ce que vous êtes? Alors, disons, après le deuxième, là, vous êtes à un premier test utilisateur. Fait que déjà, on va prendre le pouls. Si vous étiez à la deuxième itération, troisième, puis que vous êtes en train de raffiner tel bouton, tel titre, telle affaire, ben là, ça serait pas mal plus spécifique. Alors là,
les tests, ça peut comporter sévérité perçue des problèmes d'interface rencontrés. Les niveaux de satisfaction à une tâche. Ça, ce sont tous des tests qui vont vérifier le niveau de satisfaction, de confort. Puis là, l'échelle de SAM fait partie de ça. Le niveau de satisfaction générale, alors le SUS, ça c'est System Usability Scale. Le niveau des attentes de vos participants, les mesures perceptuelles du WebQuad. Il y en a énormément, on ne se lancera pas là-dedans. Mais je vais quand même vous parler de mettre deux mots. Si vous utilisez des échelles, par exemple, vous leur demandez, mettez-moi sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce que vous pensez de telle chose ou de telle autre, faites attention aux biais de similitude. C'est-à-dire que, généralement, une chose qui arrive tout le temps, fréquemment, souvent, c'est que quand on commence à cocher, disons, au numéro, par-dessus la colonne 5, ben, d'une réponse à l'autre, c'est comme, ouais, là aussi, ouais. Fait qu'il y a les participants vont souvent cocher le même chiffre s'ils ont le même feeling général. Ce qui est intéressant, là, c'est quand ils cochent pas dans la colonne 5. Fait que, mettons qu'ils sont partis sur des 5, là, oups, il y en a un qui est un 4, il y en a un qui est un 3. Ah, OK, là, ces chiffres-là deviennent particulièrement intéressants. Vous vous en ferez pas beaucoup si vous en faites ce coup-ci, mais faites attention quand même à ces billets-là quand vous allez regarder. L'échelle de SAM. SAM, c'est pour Self-Assessment Mannequin. C'est une échelle qui date, oui, ces petits bonhommes-là sont très laids, ils datent d'une époque avant nos smileys, mais on les changera pas. Donc, alors, c'est une échelle, je vais vous montrer l'ensemble. C'est 3 échelles, le sentiment de plaisir, excitation et de contrôle. Regardons-les de plus près un petit peu. Plaisir, là, ça va être dans le visage de ce petit bonhomme-là. Alors, on peut le faire en 5 points. Là, ici, j'ai l'impression que c'est 9 que j'avais mis. Mais de 1 à 5, de l'échelle, ça passe de plaisant, satisfaisant, neutre, insatisfaisant à déplaisant. Puis les gens font juste cocher après avoir fait l'expérience de votre interface. L'excitation. Sentiment d'excitation, là, c'est de fort à faible. Un sentiment d'excitation fort, ça peut être de la frustration, ça peut être du bonheur, ça peut être... c'est super... Tu sais, quand on est dans un jeu, l'excitation est souvent positive. Quand on est dans du fonctionnel, l'excitation peut être de l'irritation, en fait. Fait que ça, c'est le plus d'excitation. Super excité, bien réveillé, neutre, dol, calme. Fait que quand c'est fonctionnel, c'est correct si on tombe dans les moins excités aussi. Sentiment de contrôle. Fait que, est-ce que j'ai le sentiment, la dimension de dominance réfère au niveau de contrôle qu'un individu possède sur une situation? Est-ce que l'utilisateur sent qu'il contrôle tout? Est-ce que c'est facile? Est-ce que il sait exactement quoi faire? Ou il est obligé de lire? Ou il a l'impression que, oups, on passe sur un bouton, on ne sait pas, on est surpris par où on s'en va. Alors, quand ils ne sont pas en contrôle, c'est parce que, là, ils disent, ils se sentent dépendants de l'interface. Le mot dépendant, là, est peut-être pas super utilisant, mais il y a une certaine impuissance neutre en pouvoir indépendant. Fait que faites attention à ça. Ça, ce serait les traductions. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que dans cette feuille-là, vous pourriez, si vous vouliez, l'imprimer tout simplement, puis vous en servir, ou pas l'imprimer, là on est à distance. Vous servir de ça carrément, puis cocher où est-ce que vous voulez, où est-ce que les gens ont coché. Fait que remplir ce cercle-là pour savoir où ça va. Tout simplement. Alors, c'est prêt à utiliser. L'entretien final. Ça, l'entretien final, pour nous qui avons fait pour vous, qui avez fait les prototypes, ça pourrait durer très longtemps. Faites attention de ne pas prendre trop de temps ou de ne pas embarrasser vos participants. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est à peu près 3 questions, étant donné que les prototypes ne sont pas très élaborés. Un entretien final, ça peut se faire avec des questions ouvertes. Moi, je vous recommande de le faire par la méthode de complétion de phrases. C'est une méthode que Karine Lallemand, dans notre livre, décrit très bien.
Et puis, et elle dit, bon, la complétion de phrase, ça sert par exemple à toutes ces choses-là. Complétion de phrase, c'est que vous commencez une phrase en disant cette interface me fait penser à, puis là, il faut que les autres y remplissent. Plutôt que de dire ah, donne-moi ton feedback, puis là, que tout est ouvert. Avec la complétion de phrase, ce qui est de fun, c'est que ça va un peu plus vite, ça focalise le participant, puis ça fait que tout le monde commence avec la même, tous vos participants vont commencer avec la même phrase, donc les réponses sont comparables l'une à l'autre. Fait que oui, avec cette méthode-là, on peut vérifier l'expérience utilisateur globale. On peut aller faire des phrases qui vont demander les besoins, les valeurs, les attentes du participant pour aller chercher. Alors, ça peut être votre site répond à mon besoin d'informations sur telle affaire. Sur l'utilité et l'utilisabilité, l'efficacité, l'efficience. Fait que vous faites des phrases autour de ça. Ce site, j'ai pas perdu de temps à m'en faire. La satisfaction du site était ta. Les dimensions particulières de l'interface. Est-ce que le côté esthétique, est-ce que le côté crédible, est-ce que le côté plaisir hédonique est important? Ça peut aussi vérifier les émotions qui sont provoquées par l'interface ou le produit. Ce produit m'a donné des émotions, les points forts, les points faibles, le problème rencontré dans l'interface, l'image de produit ou les associations faites avec ce produit ou système. Ça a l'air de rien, mais on peut faire une phrase comme cette interface ou ce prototype me fait penser à tel animal. Dans votre cas, ça c'est une question qu'on pose souvent en marketing, mais qu'on pose souvent aussi pour avoir une idée générale. Dans votre cas, si je pense aux 6 projets de la classe, moi, je m'amuserais peut-être plus à demander si ce service-là on vous a présenté était une auto, quel genre d'automobile est-ce que ce serait? Puis là, alors vous allez avoir des réponses. Les autos, ce qui est le fun, c'est quelque chose de mécanique, puis il y a quelque chose de fonctionnel, fait que c'est peut-être plus proche de votre service. Alors, les croyances, les stéréotypes sur les utilisateurs cibles. Alors, ça, c'est fait pour quelqu'un qui a quel profil, quel âge, quel style, alors, le statut ou le prestige associé à la possession du produit, l'auto va répondre à ça, la comparaison avec le système concurrent ou antérieur, le support qu'apporte la technologie à l'épanouissement des besoins UX. Ouais, on se répète. Des dimensions liées au contexte d'usage. Ça, ce serait parfait en mobilité. Ça, ce serait parfait en... euh, dites-le moi. Est-ce que je pourrais utiliser ça pendant que je conduis une auto? Euh, les moments forts ou les moments clés de l'interaction, ça aussi. Alors, le moment le plus fun a été tac. Moi, les 3 questions que je vous propose, si vous êtes complètement mélangé, c'est quand j'utilise ce produit, je me sens blablabla. Ce qui me plaît le plus dans cette expérience est, ou ce qui me frustre le plus dans cette interface est, alors, 3, c'est pour un mode guérilla, c'est ben en masse. Fait que vous n'avez pas de rapport à faire, vous n'avez pas de TP à faire là-dessus, mais vous avez quand même à figurer, à faire un genre de rapport pour vous-même, pour votre équipe, de c'est quoi l'information qu'on a ramassée. Fait que typiquement, il va y avoir 5 types d'informations que vous devriez avoir, quand vous allez vous reparler, là, les 3 et les 4 ensemble, ben, les citations pertinentes. C'est quoi là, qui est ressorti? Là? Hey, un tel a dit telle affaire. Wow, OK. Fait les citations pertinentes, ça va être utile. Les métriques de succès, est-ce qu'ils ont tous réussi? Est-ce que c'est quoi vos critères? Est-ce que ça a marché? Ça a pris combien de temps, etc. Est-ce que vous avez fait passer un test SAM? C'est quoi les scores pour les 3 ou les 4 participants? Les points de friction, est-ce qu'il y a eu des irritants? Quels sont-ils? Faites-vous une liste. Puis après ça, les recommandations en équipe, discuter, formuler des recommandations de qu'est-ce qu'on va changer d'ici la présentation la semaine prochaine. Fait que ça serait, c'est la formulation typique pour un rapport. Avec ça,
on termine. Comme vous voyez, je vous ai donné beaucoup d'informations. J'ai essayé d'être très pratico-pratique pour que vous mettiez ça en pratique cette semaine, que ça vous aide à vous présenter à la présentation finale. Tout ce que j'ai dit là-dedans, ça fait partie aussi de l'examen. Fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas de TP que c'est du fluff. Alors, merci beaucoup. À bientôt.